Rebonjour, chers étudiants et étudiantes. Motivation et émotion, PSF 342. On est encore dans la question de l'induction et de la mesure. Dans le cadre de la dernière présentation, j'ai parlé de différentes stratégies pour induire un état émotionnel ou affectif, disons plus large, là, chez des participants en laboratoire dans le but d'étudier quelque chose, soit au niveau de la réactivité, de la régulation, de la compréhension. Et là, ce que je veux adresser maintenant, c'est la question de, OK, qu'est-ce qui arrive si on s'intéresse à la motivation? Disons qu'on veut étudier quelque chose à propos de la motivation des gens, ou disons qu'on veut que nos participants soient motivés vers quelque chose, parce que on veut faire en sorte, on veut essayer de, je sais pas moi, examiner l'impact de la motivation pour quelque chose sur quelque chose d'autre. Et donc, il faut induire la motivation chez nos participants en laboratoire. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Okay? Ben ici, la présentation va être un peu plus simple, mais je veux que vous compreniez la même logique, qui est qu'il y a tout un paquet de stratégies, mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Okay? Donc, les stratégies d'induction dépendent vraiment du type de motivation que vous souhaitez étudier. Si je vous dis, OK, j'aimerais que on veut faire une étude qui va examiner la corrélation entre la motivation et, je sais pas moi, entre la motivation et la perception gustative. Est-ce que les gens qui sont plus motivés ont tendance à goûter à être capable de détecter des goûts plus subtils versus le contraire? Quelque chose de, disons que c'est complètement ridicule, mais peu importe, non? Donc, il va falloir que tu aies deux groupes, un groupe qui n'est pas motivé puis un groupe qui est motivé. Donc, je te laisse aller, trouve une façon de motiver tes gens. Mais la réponse que vous devriez avoir à une question comme ça, à une demande comme ça devrait être motivé à faire quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Motivé à essayer de bien goûter les petites subtilités? Motivé à réussir la tâche? Motivé à quoi exactement? Ça veut dire quoi être motivé, tu sais? Ben, on a vu que dans le fond, la question de la direction est très importante, entre autres, dans la motivation. Donc, motivé à faire quoi? Donc, les stratégies d'induction de la motivation dépendent vraiment du type de motivation qu'on souhaite étudier. Okay? Un type de motivation qu'on peut vouloir étudier, c'est la motivation intrinsèque. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la motivation intrinsèque, qui existe par opposition à la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand vous faites quelque chose pour le pur plaisir de la chose elle-même. Alors qu'une motivation extrinsèque, c'est quand vous êtes motivé à faire quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose d'autre. Okay? Et donc, vous n'avez pas vraiment de plaisir à faire cette chose-là. Vraiment, ce qui vous pousse à le faire, c'est le fait que vous allez obtenir une récompense, par exemple. Alors que la motivation intrinsèque, vous faites la chose et il n'y aura aucune récompense. Même, il pourrait avoir des conséquences négatives à faire la chose, mais ça ne fait rien, vous la faites quand même parce que la chose est plaisante de manière inhérente en elle-même. Okay? Ben, si on voudrait déclencher chez le participant de la motivation intrinsèque, il faudrait évidemment lui faire venir en laboratoire et lui faire effectuer une tâche que le participant apprécie. Okay? Et ça pourrait être n'importe quoi. Mais il faudrait que ça soit quelque chose que le participant apprécie. Sinon, ce ne serait pas de la motivation intrinsèque. Si on voulait déclencher chez le participant ou la participante de la motivation extrinsèque, faudrait avoir une genre de tâche où est-ce qu'on lui fait effectuer une tâche qui est vraiment ennuyeuse, mais dans le but d'obtenir une récompense qui est souhaitable. Genre des puzzles vraiment plates, et la personne peut gagner 100$, par exemple, ou un nouveau téléphone, ou quelque chose comme ça. T'sais? Donc ça déclencherait chez eux de la motivation extrinsèque. Comparativement à la motivation intrinsèque, si on leur faisait effectuer une tâche
qu'ils adorent. Okay? Mais il n'y a pas juste la motivation intrinsèque et extrinsèque. Si la motivation qui nous intéresse, c'était la motivation d'accomplissement, maîtrise. OK, juste un petit truc à propos de ça, là. Il y a une différence entre la motivation d'accomplissement, maîtrise et la motivation d'accomplissement, performance. OK? La motivation d'accomplissement, maîtrise, c'est quand vous êtes motivé à avoir votre meilleure performance à une tâche. Vous compétitionnez contre vous-même. Vous essayez de vous pousser vous-même. Ça, c'est la motivation d'accomplissement maîtrise. Comparativement à la motivation d'accomplissement performance, c'est quand vous êtes motivé à avoir le meilleur résultat possible, je veux dire, le meilleur résultat comparativement à d'autres gens. Okay? Donc, accomplissement maîtrise, c'est quand je suis motivé à me dépasser moi-même. Accomplissement performance, c'est quand je suis plutôt motivé à dépasser les autres. Okay? Et dans la vie, il y a des tâches pour lesquelles on a de la motivation d'accomplissement maîtrise, il y a des tâches pour lesquelles on a de la motivation d'accomplissement performance, il y a des tâches pour lesquelles on peut avoir un genre de mélange des deux. Je veux me dépasser moi-même, mais aussi battre les autres. C'est pas impossible. Okay? Mais si vous vouliez, dans votre étude, déclencher la motivation d'accomplissement maîtrise, donc il faudrait faire une tâche aux participants et essayer de faire en sorte qu'il est motivé à avoir sa meilleure performance personnelle. OK? Alors que motivation d'accomplissement performance, ça serait de faire la même tâche aux participants, mais lui dire, il y a plein d'autres gens qui font cette tâche aussi, et on essaie de trouver la meilleure personne et d'essayer de le motiver à avoir la meilleure performance parmi un groupe. OK, donc ces genres de motivation-là, c'est différentes raisons, c'est différentes saveurs de motivation, puis en fait, ces 4 saveurs-là, parmi plusieurs saveurs possibles de motivation. OK? Motivation intrinsèque, extrinsèque, accomplissement maîtrise, accomplissement performance. Ben, c'est 4 saveurs de motivation différentes et dépendant laquelle vous voudriez déclencher chez vos participants, selon votre étude, selon l'hypothèse, selon ce que vous êtes en train d'essayer de faire, ben, il y aurait des stratégies différentes pour chacune. C'est évident. Okay? Et les stratégies pourraient être grandement variées. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une présentation comme dans le cadre de l'émotion, mais je vais garder la même idée qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Chacune avec des avantages et des désavantages. Okay. Si on s'intéressait à la motivation reliée à des besoins fondamentaux, okay, besoins fondamentaux genre besoin de nourriture, de nutrition, besoin d'oxygène, besoin d'éliminer des déchets corporels, besoin d'être en relation avec les autres. Ces genres de trucs-là, c'est des besoins vraiment fondamentaux. Si on s'intéressait à la motivation reliée à des besoins fondamentaux, on pourrait utiliser quelque chose comme la privation. Parce que la privation va déclencher la motivation pour satisfaire ces besoins-là. Okay? Comme si on voulait vérifier si les gens qui sont motivés à appartenir à un groupe auront plus tendance à, je sais pas, à être moins critiques de ce groupe-là lorsqu'ils voient des exemples de comportement non moral de la part de ce groupe-là. Okay? Par exemple, si tu es vraiment motivé à appartenir d'un groupe, okay? Est-ce que tu aurais tendance à être moins critique de ce groupe-là lorsque des membres de ce groupe-là font des choses immorales, par exemple? Okay? Ben, ce qu'il faudrait faire, c'est, par exemple, il faudrait priver les participants d'appartenir à un groupe pour leur donner le besoin d'appartenir à un groupe. Et ça pourrait être faire vivre aux participants une réjection sociale, où ils sont rejetés par un groupe, où on les demande d'imaginer comment c'est que d'être rejeté par un groupe, pour essayer de déclencher cette motivation à vouloir revenir dans le groupe. Si c'était une motivation reliée au besoin de contrôle, et ça en passant, c'est
c'est quelque chose qui est proposé, là, que la motivation de contrôle, selon certains, c'est un besoin fondamental de contrôle. On a besoin fondamentalement, en tant qu'être humain, de sentir qu'on a un certain niveau de contrôle dans notre vie. Okay? Et il y a des arguments pour ça, et on en reparlera au cours de la session. Mais si j'aimerais déclencher de la motivation reliée au besoin de contrôle, ce que j'aurais à faire, c'est justement de priver les participants de la perception de contrôle, donc de placer la participante ou le participant dans une situation où il ou elle n'a pas le contrôle. Okay? Et là, ce qu'on verrait, c'est qu'on verrait la personne tout à coup serait motivée à reprendre le contrôle, à avoir le contrôle sur quelque chose. Donc là, j'aurais déclenché la motivation reliée au besoin de contrôle. Si c'est la motivation reliée à un besoin physiologique, ben, ça pourrait être empêcher le participant de manger, de boire ou de dormir. Okay? Donc, ça dépend de quel genre de motivation on veut induire. Mais une chose est sûre, si c'est des motivations qui sont reliées à des besoins fondamentaux, bien une bonne stratégie, c'est de priver les personnes de ces besoins-là. Et là, ça va faire apparaître leur motivation pour obtenir ces besoins-là, assouvir ces besoins-là. Ça revient, j'espère que vous faites le lien, à la conception de pulsions, de besoins fondamentaux qu'on avait vu dans l'historique au tout début, dans le cadre du premier cours, premier ou deuxième cours. Même si on a vu qu'il y avait une limite à ces pulsions et ces besoins fondamentaux-là, il y a quand même des motivations, des états motivationnels dans la vie qui sont reliés au fait que certains de nos besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Combien de ces besoins fondamentaux avons-nous et quels sont-ils? Ça, c'est une question qui est débattue. Il y en a certains pour lesquels on est absolument certain, se nourrir, dormir, boire. Il y en a d'autres pour lesquels on est pas mal certain, le besoin d'appartenance sociale. Et il y en a d'autres pour lesquels ça a été proposé, le besoin de contrôle, par exemple. Okay? Mais l'idée est que la privation est une bonne façon pour déclencher de la motivation. Dépendant quelle motivation on veut déclencher, évidemment. OK. Donc, c'est ce que je voulais dire pour en termes d'induction de la motivation. OK? Mais là, il y a deux choses qu'on veut faire en laboratoire lorsqu'on s'intéresse à la motivation ou aux émotions et à leur impact et à leur compréhension et à leur régulation et tout ça. On veut être capable d'induire des émotions ou d'induire des états motivationnels. Oui, et on a vu différentes manières de le faire et différentes choses à quoi il faut penser. Mais on veut aussi être capable de mesurer les émotions et de mesurer la motivation, right? Honnêtement, si on ne peut pas mesurer ça, il n'y a rien qu'on peut dire à propos de la motivation et des émotions. Et donc, la question maintenant est, OK, comment peut-on mesurer une réponse émotionnelle en laboratoire? On a vu différentes façons de l'induire, mais comment pourrait-on la mesurer? OK? Bien, on va maintenant parler de stratégies pour mesurer l'état émotionnel, ou la réponse émotionnelle, ou une émotion. OK? Et plus tard, on va parler de stratégies pour mesurer un état motivationnel, la motivation des gens. OK? Alors, tout comme dans le cas de l'induction des émotions, on a des grandes classes de stratégies. Okay? La première classe ici pour la mesure de l'état émotionnel, c'est les mesures auto-rapportées. La logique des mesures auto-rapportées est très simple et ça le dit dans le mot lui-même. Auto-rapporté, ça veut dire que c'est la personne qui est dans un état émotionnel qui vous dit comment elle se sent. Vous lui demandez « Yo, comment tu te sens maintenant? » Peut-être pas avec un « yo », là, mais tu sais, sur une échelle de 1 à 10, comment te sens-tu maintenant en termes de la peur, la colère, la tristesse, ainsi de suite. Donc auto-rapporté. Le participant, la participante rapporte elle-même son état émotionnel et donc ça compte comme une mesure de son état émotionnel. Et pour ça, on a plein d'exemples qui sont utilisés dans la recherche. Je vais vous en nommer quelques-uns, plein d'outils. Le PANAS, P-A-N-A-S, qui date de 1988, et qui est utilisé dans un paquet d'études et qui est très important, mais très simple en même temps. PANAS pour The Positive and Negative Affect Schedule. Okay? Et dans le fond, ce que le PANAS fait,
c'est qu'il vous donne une série de termes, certains étant des synonymes, d'autres étant proches des autres, d'autres étant complètement différents, mais c'est toute une série de termes émotionnels. Interested, distressed, excited, upset, strong, guilty, scared, hostile, enthusiastic, proud, irritable, alert, ashamed, inspired, nervous, determined, attentive, jittery, active, afraid. Okay? Et il vous donne une échelle de 1 à 5. 1 étant pas du tout ou très peu, et 5 étant extrêmement. Okay? Et ce qu'il fait, c'est qu'il vous demande pour chacune de ces catégories émotionnelles-là de dire si vous ressentez en quel point vous ressentez chacune des catégories. Okay? So, en anglais, c'est how much do you feel interested right now? How much do you feel distressed right now? How much do you feel excited right now? How much do you feel upset right now? Puis vous passez à travers tout ça. Okay? Il y a des versions dans plein de langages différents. Il y a des versions nouvelles où est-ce qu'on utilise différents termes, où il y a plus de synonymes ou des trucs comme ça. Mais la logique est que le participant rapporte lui-même son état émotionnel de la manière suivante. On lui donne des mots et il ou elle indique à l'aide d'une mesure chiffrée, à l'aide d'une échelle chiffrée, une échelle ordinale, si on veut, de 1 à 5, chacun son état émotionnel sur chacune de ces émotions-là. Okay? Outil très souvent utilisé. Un autre exemple d'un outil très souvent utilisé, auto-rapporté pour mesurer l'émotion, okay? C'est le SAM, le Stress Appraisal Measure. Okay? Le Stress Appraisal Measure de Peacock et Wong, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer le stress ou la réaction de détresse. Maintenant, vous pourriez me dire, monsieur, est-ce que le stress, c'est une émotion? Peut-être pas selon tous les chercheurs, mais on pourrait dire qu'il y a certainement une composante affective, right, au stress. Il y a quelque chose que ça sent, qu'on ressent. Et il y a une valence à être stressé. Okay? C'est souvent négatif, et il y a un aspect cognitif, et il y a un aspect émotif. Il y a un aspect comportemental, il y a un aspect expressif. Donc, c'est peut-être pas une émotion en tant que telle. Certains diraient que ça l'est, mais c'est définitivement une réaction affective. Donc, ça rentre dans l'affect, et on pourrait le mesurer en laboratoire, et, entre autres avec le SAM, le Stress Appraisal Measure. Et ce que vous voyez ici, c'est que le SAM fait partie d'une catégorie d'outils qui n'utilisent pas les mots, mais utilisent plutôt des images, je ne sais pas si c'est des pictogrammes, des représentations pictographiques, des dessins dans le fond, pour mesurer comment, disons, stressé ou en détresse la personne. Et donc, ça va de gauche à droite. C'est essentiellement la même chose qu'une échelle de 1 à 5, avec les pôles 1 égale pas du tout stressé, puis 5 égale complètement stressé, sauf que c'est représenté visuellement, pictographiquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. OK? Donc, si vous êtes très stressé ou très en détresse, vous metteriez ici. Un peu stressé ou pas du tout, vous metteriez ici. Donc, ça, c'est bon à utiliser, entre autres, chez des personnes qui ont de la difficulté avec le langage, par exemple, qui ne sont pas capables de lire, des jeunes enfants, des personnes qui font de l'aphasie et qui la dyslexie, par exemple, ou des trucs comme ça, tu sais, ou des personnes qui ont des déficits cognitifs ou toutes sortes de personnes qui auraient de la misère à travailler avec quelque chose comme ça. On pourrait, si c'est le stress et la détresse qu'on veut mesurer, aller avec quelque chose comme ça. Mais vous pourriez vous imaginer la même chose pour l'amour. On pourrait avoir un tout petit cœur à gauche, puis à droite, quelqu'un avec un gigantesque gros cœur battant, par exemple. Tu sais? Et donc, ça, c'est une stratégie qui utilise des images ici. Un autre exemple d'une stratégie comme ça, c'est le Wong-Baker Faces of Pain Rating Scale. OK? Et ça, c'est pour la douleur. Encore une fois, vous pourriez me dire, monsieur, la douleur, c'est pas une émotion. OK, mais imaginons qu'on veut mesurer la douleur, puis la douleur, ça a quand même une certaine valence, puis il y a probablement un certain aspect affectif à la douleur. On n'aime pas être en douleur, donc il y a un certain aspect affectif. OK?
Et donc, ici, on pourrait mesurer cet aspect-là en utilisant des visages, ok? En allant de 0 à 10. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que c'est un outil qui mélange deux choses, en fait. Ça mélange le visuel, mais en plus, il y a des mots. Okay? Ça va de no hurt à hurts worse. Okay? Et vous serez surpris comment en médecine, on utilise beaucoup ça avec les patients, des trucs comme ça, entre autres avec les enfants. Puis vous pourriez dire, ouais, mais comment je sais si le 8 d'une personne, c'est pas le 2 d'une autre personne? Mais ça fait rien, parce que la douleur, c'est subjectif de toute façon. Okay? Donc si je vous dis que je suis 8, mon 8, c'est peut-être un 2 pour vous, mais mon 8, il est super haut dans ma définition à moi, même s'il est bas pour vous, c'est mon haut à moi. Donc tout ça est relatif, tu sais. Mais donc ici, on a un autre exemple, un bel exemple, dans le Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, d'un outil auto-rapporté, toujours, avec aspect pictographique des images, mais aussi des mots. Okay? Et un aspect numérique de 0 à 10 qu'on n'avait pas ici. Okay? Donc, tout ça, c'est des méthodes auto-rapportées. Évidemment, elles sont relativement simples au niveau production. Il y a très peu de... Ça demande aux participants de produire très peu. Hein? Les deux qu'on a vus dernièrement, les deux qui utilisent des images, demandent aux participants simplement d'entourer ou de pointer avec le doigt l'endroit où ils sont sur l'échelle. Donc, ça demande très peu aux participants. Un participant pourrait répondre à ça sans même parler, sans même avoir à rien écrire. C'est très peu demandant. Le PANAS, lui, est peut-être un tout petit peu plus demandant parce que la personne doit écrire des chiffres, mais c'est super pas demandant quand même. Mais certaines méthodes auto-rapportées sont beaucoup plus demandantes, demandantes au niveau de la production, au niveau de ce qu'on demande aux participants de faire, de produire comme information. Okay? Et ça, c'est des exemples de ça, c'est les méthodes narratives autobiographiques. Okay? Et ça, c'est par exemple des études où on demande aux gens de garder un journal personnel et qu'à chaque soir, on leur demande de noter comment ils se sont sentis pendant la journée, comment ils ont fait pour gérer leur colère. Et disons qu'on s'intéresse à la gestion de la colère, comment ils ont fait, combien de fois ils étaient fâchés, à quelle intensité, comment ils ont fait pour gérer leur colère, est-ce qu'ils perçoivent que ça a fonctionné, comment les gens autour d'eux ont réagi, et ainsi de suite. Okay? Ben ça, c'est beaucoup plus demandant, exigeant pour les participants, puis on peut voir tout de suite une limite. Peut-être ça ne fonctionnerait pas avec des gens qui ont plus de difficultés avec ce genre de production écrite-là. Okay? Mais remarquez que vous allez obtenir là-dedans de l'information beaucoup plus riche et détaillée que juste en utilisant le PANAS ou juste en utilisant une échelle là, où est-ce que les gens vont juste pointer ou se mettre de 1 à 5 ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus difficile à traiter comme information avec des méthodes statistiques parce que on a des textes. Qu'est-ce qu'on devrait sortir de ces textes, c'est quoi les données, et donc il y a toutes sortes de stratégies pour interpréter des choses que les gens ont écrites puis les traduire de manière mathématique pour être capable de traiter l'information. Bref, ça c'est une stratégie auto-rapportée aussi qui est très intéressante, très utile, plus exigeante pour les participants évidemment, et aussi qui amène ses propres problèmes, je ne devrais pas dire problèmes, ses propres enjeux quand vient le temps d'analyser statistiquement ces trucs-là, parce que comment tu fais des moyennes avec des textes? Comment tu fais des tests T ou des analyses de variance ou des corrélations avec des textes? Il faut aller mesurer quelque chose dans ces textes-là. Des fois, on va mesurer la fréquence de fois qu'un mot revient. Des fois, on va demander à des juges de lire les textes, pas des juges de la cour, là, mais à des gens de lire le texte et de mettre un score sur telle partie du texte et ainsi de suite. Mais donc, c'est quand même auto-rapporté. Un autre exemple de mesure auto-rapportée, c'est le cadran affectif, qui est très intéressant. Donc, on revient à cette idée que ici, c'est très peu demandant pour les participants au niveau de production verbale, production écrite ou verbale, très peu demandant. Mais ici, le cadran affectif, ce qui le rend intéressant, c'est que
disons que je vous fais faire une tâche, puis je veux savoir si la tâche a réussi à vous fâcher, par exemple. OK? Non, prenons pas fâcher. Prenons, je veux essayer de vous dégoûter. OK? J'ai besoin de déclencher chez vous un état de dégoût, puis disons que ce que je veux vérifier, c'est que j'ai deux groupes de personnes. Disons, j'ai des personnes qui ont un trouble anxieux, qui ont été diagnostiquées avec un trouble anxieux, puis des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées avec un trouble anxieux. Okay? Et ce que je veux faire, c'est que je veux déclencher le dégoût chez ces deux types de personnes-là et mesurer combien de temps dure le dégoût. Parce que j'ai l'hypothèse comme quoi, et c'est une hypothèse qui fait beaucoup de sens, et je pense que ça a été démontré aussi, que les gens qui sont des troubles anxieux ont plus de difficultés à... Une fois qu'ils sont dégoûtés, ils restent là. Ils ont plus de difficultés à faire descendre la vague de dégoût puis à retourner à la normale. Okay? Ils réagissent plus longtemps, ça perdure plus longtemps. Comparativement à ceux qui n'ont pas de troubles anxieux, ils ont la réaction normale de dégoût, ça monte, sont très dégoûtés, puis au bout d'un moment, ça diminue. Okay? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de mesurer si ça c'est vrai en laboratoire? Fait intéressant, je pense qu'il y a même une différence entre les hommes et les femmes. Et par ça, je veux dire les mâles et les femelles dans ce cas-ci. Que les femmes semblent avoir des émotions qui durent plus longtemps, qui ont une durée plus longue que les hommes. Okay? On parle de différences statistiques ici. Là. Pour plusieurs femmes, plusieurs hommes, ça ne va pas faire de différence. Mais statistiquement, il y a quand même une différence. Les émotions négatives perdurent un petit peu plus chez les femmes et peut-être pour des raisons qui font beaucoup de sens au niveau de certaines fonctions. Mais donc, comment est-ce que je pourrais faire dans ce cadre-ci pour vérifier ça? Si j'utilise le PANAS, par exemple, où je demande, tu sais, de 1 à 5, comment dégoûté étais-tu? Je peux pas... si j'utilise juste à la fin, ça me donne juste une mesure du dégoût. Donc, je peux pas voir est-ce que le dégoût a duré plus longtemps chez mon groupe anxieux que chez mon groupe non anxieux. Donc, la façon... Si je veux vraiment avoir une idée du déroulement, de la dynamique du dégoût au fil du temps, tu sais, je pourrais me poser des questions. Est-ce que le dégoût monte plus rapidement chez un des groupes, alors que chez l'autre groupe, il a tendance à escalader plus graduellement au fil du temps? Puis est-ce que chez un des groupes, il diminue plus rapidement, alors que chez un autre groupe, il a tendance à diminuer plus lentement ou à perdurer plus longtemps, tu sais? Et donc, pour ça, j'utiliserais un cadran affectif. Et le cadran affectif, vous pouvez le voir, disons qu'on met... donc, ça serait pour le dégoût. Là, j'aurais mon truc. Chaque participant, par exemple, je montrerais un film dégoûtant aux participants. Okay? Je leur montre une scène dégoûtante qui dure 15 secondes, par exemple. Okay? Et là, disons que j'aurais un truc comme ça, là, un cadran, et eux, ils peuvent contrôler la flèche, là. L'aiguille. Oui, ils peuvent contrôler l'aiguille pour le mettre dans n'importe où. Disons allant de moins 4 à plus 4. Okay? Et imaginons que moins 4, ça serait very disgusted, très dégoûté. Puis plus 4, ça serait not at all disgusted, par exemple. OK? Ben, je pourrais leur demander de regarder le film de 15 secondes. OK? Et dès que le film termine, je vais leur demander à chaque 15 secondes de me dire combien dégoûtés ils sont. Donc, tout de suite, le film termine, puis je dis, OK, maintenant, mettez l'aiguille où dégoûté vous êtes. Puis imaginons que les deux groupes le mettent tout de suite à moins 4. Super dégoûté. OK, maintenant, j'attends 15 secondes de plus. Puis le film est terminé là, depuis 15 secondes. Là. Donc, j'attends 15 secondes après la fin du film. Puis je dis, encore une fois, s'il vous plaît, veuillez mesurer combien dégoûté vous êtes maintenant. Puis imaginons que mes anxieux sont à moins 3 alors que mes non-anxieux sont à moins 1. Puis là, j'attends un autre 15 secondes. Okay? On est maintenant à 30 secondes après la fin du film. Et je demande, pouvez-vous maintenant me dire où vous êtes? Et disons que mes anxieux sont encore à moins 3, puis mes non-anxieux sont à plus 1. Et j'attends un autre 15 secondes. Et je continue comme ça et comme ça. Et avec ça, je pourrais voir, est-ce que mon groupe anxieux, est-ce que son dégoût diminue moins rapidement que le groupe non anxieux? Okay? Je pourrais faire ça avec ce truc-là. Il y a des cadrans où les personnes ont simplement accès à un genre de switch, comme ça, un levier,
où on leur dit que plus bas, ça veut dire telle chose, puis plus haut, ça veut dire telle autre chose. Puis dites-nous comment vous vous sentez au fil du temps en montant ou en descendant l'affaire. OK? Et puis, ça, c'est connecté à un ordinateur qui, lui, prend ces données en compte là, puis là, peut nous produire une représentation visuelle. Okay? Donc ça, ce qui est le fun avec des trucs comme ça, avec des cadrans affectifs, c'est que comparativement aux autres mesures qu'on a vues à date, qui sont des mesures à un point dans le temps, okay? Le cadran affectif, lui, vous donne de l'information sur une dynamique au cours d'une période de temps, entre un point A et un point B. Okay? Ce qui est vraiment intéressant, parce que des fois, ce qu'on veut mesurer à propos des émotions, c'est pas est-ce que tu as une émotion, mais c'est une fois que tu l'as, qu'est-ce qui arrive avec cette émotion-là. Okay? Au-delà j'avais déjà fait ce point-là dans le contexte de l'induction. Au-delà des mesures en laboratoire où on fait venir les gens puis on leur demande de faire des choses, on peut aussi utiliser aujourd'hui la technologie pour faire des mesures in vivo, ça veut dire in vivo ou in situ, là, ça veut dire dans la vraie vie, dans la nature, dans l'écologie naturelle de la personne, dans son vrai monde. Okay? Avec les applis aujourd'hui, les apps, là, c'est de plus en plus possible. Donc, vous avez beaucoup d'études qui donnent un app à des participants, puis le app, 3 fois par jour, leur pose des questions, mesure quelque chose, leur pose des questions pour mesurer leur état émotionnel et ainsi de suite, dans la vraie vie, pas dans un état laboratoire. Donc, vous avez de plus en plus des trucs comme ça, et ça devient de plus en plus intéressant à ce niveau-là. Okay? Mais tout ça, ce qu'on a vu à date, ce sont des mesures auto-rapportées, où la logique est que on demande aux participants de nous donner de l'information. Évidemment, vous êtes peut-être déjà dit qu'il y a un problème ici de validité potentielle où on se demande comment valides sont ces informations-là. Il y a plein de choses qui pourraient faire en sorte que les participants nous donnent des informations qui sont moyennement valides. Des fois, ça pourrait être très valide, des fois, ça pourrait être moyennement valide. Quelles sont certaines choses? Ben, peut-être que la désirabilité sociale. Si vous avez pris le cours de 211 de méthode de recherche avec moi, on a vu toutes sortes de problèmes avec les mesures auto-rapportées. La mémoire, la désirabilité sociale, le fait que des fois, on ne se souvient pas de certains trucs, le fait que des fois, on veut donner une image différente, comment on interprète les questions, ou des trucs comme ça. Toutes sortes de facteurs pour faire en sorte que les mesures auto-rapportées sont plus ou moins valides. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas les utiliser, ça veut dire qu'il faut simplement faire attention de la façon dont on les utilise et qu'on utilise des méthodes statistiques pour contrôler le plus possible des choses. Okay? Les mesures rapportées, extrêmement utilisées en psychologie de l'émotion, pour mesurer les émotions. Mais ce n'est pas les seules mesures. Okay? D'autres mesures sont des mesures comportementales. Ici, la logique, c'est qu'on ne va pas demander aux gens comment ils se sentent, de nous dire. On va demander aux gens, on va regarder les gens et leur comportement. Parce que, et ça, c'est basé sur l'idée que les comportements des gens nous disent quelque chose à propos de leurs émotions. Évidemment, il faut accepter cette idée-là pour que ça fasse du sens. Mais on a des bonnes raisons de croire que certains comportements des gens nous disent comment ils se sentent. Comme quand quelqu'un rit ou quelqu'un sourit, c'est généralement qu'il est de bonne humeur. Quand quelqu'un pleure, crie, c'est généralement négatif. OK? Et toutes sortes de trucs comme ça. Okay? Donc, il y a des mesures comportementales. Une mesure extrêmement populaire, comportementale, pour mesurer les émotions, c'est de regarder les expressions faciales de la personne. Encore là, la logique étant, et c'est une présupposition qui ne va pas tenir dans tous les coups, mais ça vaut la peine de penser que la plupart du temps, c'est vrai. La présupposition, c'est que plusieurs états émotionnels viennent avec des expressions faciales, et ces expressions faciales-là sont assez reconnaissables qu'on peut, en regardant votre visage, savoir si vous êtes triste, si vous êtes fâché, si vous êtes content, si vous avez peur, si vous êtes dégoûté. Peut-être pas d'autres états. On ne peut pas savoir si vous êtes jaloux ou si vous êtes dubitatif ou quelque chose comme ça. Mais pour la joie, la colère, la tristesse, pour certains états émotionnels, définitivement, on peut savoir. Donc, on pourrait mesurer votre émotion
en mesurant votre visage, ce que vous faites avec votre visage. Et un bel exemple de ça, c'est le Facial Action Coding System. Et pour faire une histoire courte, le Facial Action Coding System, inventé par Ekman et Friesen dans les années 70, analyse le visage en termes d'unité d'action faciale. Unité d'action, UA. Et ce que c'est une unité d'action, dans le fond, c'est un changement au niveau de comment votre visage a l'air suite à l'activation d'un muscle. Donc, par exemple, si je lève les sourcils, ça, c'est une unité d'action. Si je ferme la bouche, ça, c'est une autre unité d'action. Si je baisse les sourcils, ça, c'est une autre unité d'action. Si je lève les coins de ma bouche, ça, c'est une autre unité d'action. Donc, il y a à peu près 44 unités d'action. OK? Et ce que le Facial Action Coding System fait, c'est qu'il décompose le comportement facial en termes d'équation d'unités d'action. Comme par exemple, on dirait que la peur, une expression possible de peur, okay, c'est les unités d'action 1, 2, 4, 5, 7, 20 et 26 ensemble. Et vous voyez ici, vous pouvez regarder, le 1, c'est le Inner Brow Raise, le 2, c'est le Outer Brow Raise, le 4, c'est le Brow Lowerer, le 5, c'est le Upper Lid Raise, le 7, c'est le Lower Lid Tighten, le 20, c'est le Lip Stretch, le 26, c'est le Jaw Drop. Okay? Pas besoin d'apprendre ça par cœur, évidemment, mais l'idée, c'est qu'on peut décomposer le visage en différentes unités d'action. Et donc, ce que ça nous permet, c'est que ça nous donne un langage pour décrire des expressions faciales en termes d'équation. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut entraîner des gens à analyser le visage d'une telle manière et ensuite utiliser leur capacité pour décoder comment quelqu'un se sent en regardant son visage. Okay? Donc, vous avez plusieurs études où est-ce qu'on va mesurer l'état émotionnel de la personne en filmant son visage, puis ensuite en demandant à des experts du Facial Action Coding System de nous dire quelle expression faciale c'est. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, du dégoût, etc. Okay? La même logique peut s'étendre à l'ensemble du corps, parce qu'évidemment, les expressions émotionnelles, même si on les voit beaucoup au niveau du visage, il n'y a pas juste le visage. Les émotions s'expriment aussi dans la façon dont notre corps interagit avec l'environnement, dans notre position corporelle et ainsi de suite. Donc, il y a aussi le Body Action and Posture Coding System de Dell, Mortellaro et Scherer en 2012, okay, qui lui regarde plus largement le corps, mesure les positions corporelles, la position des bras, des jambes, du torse et ainsi de suite. Okay? Il analyse la posture et le mouvement en termes de différentes dimensions. L'orientation de la tête, la position de la tête, l'orientation du tronc, la position du tronc, la position générale du corps, la position des bras, okay? La fixation visuelle, où est-ce que vous regardez, et toutes sortes d'autres choses, comme le toucher, le plier des genoux ou des coudes, le mouvement des jambes, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'on peut décoder, décortiquer la posture et les mouvements des gens, et on a des bonnes raisons de croire, suite à des études, qu'il y a certaines émotions qui ont un certain patron par rapport à ça. Comme par exemple une posture de quelqu'un qui est effrayé, c'est vraiment différent qu'une posture de quelqu'un qui est amusé ou qui est vraiment fâché. Okay? Et donc, en décortiquant et en décomposant la posture, on peut aller mesurer certains états émotionnels. Sans jamais demander aux personnes comment ils se sentent. Remarquez que, comme dans le cas de l'induction, on peut aussi combiner certaines stratégies. Donc, on pourrait à la fois demander aux personnes comment ils se sentent et en même temps mesurer leur expression faciale et leur position corporelle pour vérifier si en effet ça fit puis donner une mesure plus forte de leur émotion. Ah oui, c'est vrai, le Body Action and Posture Coding System utilise aussi des trucs vraiment intéressants qui sont des emblèmes, qui sont comme des mouvements symboliques, souvent liés à une culture spécifique. Donc, pensez au fait qu'il y a certains gestes que l'on fait avec nos mains ou nos doigts qui sont des insultes ou qui sont des invitations à rentrer en contact avec quelqu'un ou qui sont des façons de dire attention ou, tu sais, il y a toutes sortes de communications à travers les mains, à travers des symboles qu'on fait avec nos doigts, avec nos mains et ainsi de suite.
Et donc, ça s'appelle des emblèmes. Et le Body Action and Posture Coding System mesure ça aussi, qui est très, très intéressant. Donc, ça, c'est le cadre de mesure comportementale. OK? Remarquez qu'on pourrait avoir aussi d'autres de comportements. Genre, par exemple, si c'est dans le dégoût, j'allais dire, imagine on montre quelque chose, pour mesurer comment quelqu'un est dégoûté, on va mesurer est-ce que la personne a tendance à s'approcher de la chose dégoûtante ou de s'en éloigner. Ça serait une bonne mesure si elle est dégoûtée ou pas. Mais j'allais dire que ça, c'est une façon différente, mais dans le fond, je réfléchis et ça rentrerait sous le Body Action and Posture Coding System. C'est le Body Action and Posture Coding System qui nous permettrait de dire la personne s'est levée, la personne s'est retirée, la personne a étendu les bras pour repousser la chose, tu sais. Mais donc, les mesures comportementales sont vraiment intéressantes ici. Et, bon, présumément, elles sont moins susceptibles à certains des problèmes qui viennent avec les mesures autorapportées, soit des problèmes que la personne, disons, a de la difficulté à savoir comment exprimer ce qu'elle ressent, ou a de la difficulté, ou veut... j'allais dire, ou veut donner une bonne impression, mais quand même, les mesures comportementales sont quand même susceptibles aux problèmes de désirabilité sociale. Parce qu'on contrôle beaucoup nos expressions faciales, puis la façon dont on se comporte. Pensez à vous dans une entrevue pour un emploi, tu sais, vous faites des expressions faciales, vous vous comportez, vous êtes assis d'une manière relativement différente. Votre but, c'est pas de manipuler, mais c'est de vous montrer quand même sous une certaine lumière, sous une certaine optique qui va augmenter les chances que vous soyez bien vu. Donc, les mesures comportementales sont quand même un peu assujetties aux mesures auto-rapportées, aux problèmes que les mesures auto-rapportées avaient. Mais définitivement pas des problèmes alentour de la capacité de se souvenir de choses ou la capacité de mettre les choses en mots, par exemple. Parce qu'ici, on n'a pas à parler. On fait juste se comporter. Une bonne façon de prévenir la possibilité que des mesures comportementales soient biaisées par désirabilité sociale, c'est de tromper les participants et ne pas leur dire tout de suite qu'on mesure leur expression faciale. Par exemple, on peut les filmer à leur insu pendant qu'ils font une tâche pour mesurer leur expression faciale ou filmer leur corps, quelque chose comme ça. Évidemment, il y a des aspects éthiques à ça. Il faudrait obtenir leur consentement après, leur dire « vous avez été filmé pour telle raison, est-ce que vous consentez toujours qu'on utilise vos données? » Mais c'est quelque chose qui se fait très souvent. Okay? Parce que c'est d'une certaine manière de l'observation. Si vous vous souvenez de mon cours PSF 211, méthode de recherche, c'est essentiellement de l'observation des mesures comportementales. Mais bon, elles peuvent quand même être assujetties à certains biais, certaines limites. La troisième possibilité, ce sont des mesures physiologiques. Les mesures physiologiques, elles sont plus dures pour les participants à tromper ou à biaiser, tu sais, parce qu'on parle de choses physiologiques, du système nerveux, très souvent le système nerveux autonome, des processus physiologiques sur lesquels les participants ont très peu de contrôle. Et donc, c'est plus difficile à truquer ou à biaiser. Donc, on peut peut-être y faire un peu plus confiance d'une certaine manière. Le problème, c'est que ça nous dit moins. OK? Plus on va dans des mesures qui sont un petit peu plus difficiles à biaiser, plus on est certain qu'elles sont plus valides, mais le problème, c'est qu'elles nous disent moins. Une mesure auto-rapportée biographique où on demande à la personne d'écrire un paragraphe sur comment ils se sont sentis à chaque jour, ça nous dit beaucoup de trucs. Mais c'est sujet à toutes sortes de biais, mais il y a une richesse d'informations. Des mesures physiologiques où on prend le rythme cardiaque à différents points dans le temps, c'est très peu biaisé. C'est très difficile de biaiser son rythme cardiaque. Okay? Donc, c'est très valide. Ça nous dit quelque chose de très spécifique. Le problème, c'est que ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a très peu de profondeur là-dedans. Et donc, c'est d'essayer de trouver cet endroit où vous, en tant que chercheur, où vous allez être confortable entre
vous avez assez d'informations, une richesse assez d'informations, tout en vous assurant que l'information que vous avez est le plus valide possible. Donc, les mesures physiologiques, ça, c'est super valide, mais c'est super limité dans ce que ça peut nous dire. Okay? Donc, ce sont des techniques reliées au système nerveux périphérique. Donc, par exemple, on parle de la conduction dermique, okay? La façon dont votre peau conduit l'électricité. Okay? Donc, on peut parler de la pupillométrie, la dilatation de vos pupilles. On peut parler de votre rythme cardiaque et de toutes sortes de choses, de votre pression cardiaque. Il y a toutes sortes de variables alentour du cœur qui sont intéressantes, que je connais peu, mais en fait dont on va parler dans un cours plus tard sur la psychologie des émotions et la santé. On peut mesurer aussi le déclenchement de certains muscles au niveau du visage en mettant des électrodes. On peut mesurer suite à des prises de sang ou à des prises de salive, par exemple. On peut mesurer la présence de certaines hormones, de certains neurotransmetteurs, de certains produits chimiques endogènes dans votre corps. Tout ça peut être utilisé, mais encore une fois, quand on va dans des trucs super précis comme ça nous dit des choses, mais ça nous dit très peu. C'est que c'est tellement spécifique que c'est dur à savoir comment interpréter ça. Okay? Donc ça, c'est des techniques reliées au système nerveux périphérique, mais vous avez aussi des techniques reliées au système nerveux central où là, on s'intéresse vraiment au cerveau lui-même. Et là, on parle de choses comme l'imagerie magnétique, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On parle de voyons, les électrodes qu'on met sur le crâne, comment ça s'appelle, les électroencéphalographes, des trucs comme ça, pour aller mesurer l'activation au sein du cerveau. Et il y a différentes stratégies, différents outils qui sont utilisés, qui utilisent ça avec différentes technologies. Okay? Et ça va nous dire que certaines zones du cerveau sont activées plus que d'autres, parce que soit on détecte qu'il y a plus de sang dans certaines zones du cerveau, ou plus d'oxygène dans certaines zones du cerveau, ou on détecte avec des senseurs que certains neurones dans certaines parties du cerveau déclenchent plus d'activité électrique que d'autres. Et avec ça, on peut mesurer que certaines parties du cerveau sont plus activées que d'autres. Mais encore une fois, ça nous dit très peu. Parce que, et on va voir ça quand on va parler de la biologie des émotions, on va voir que dans le fond, ça nous en dit très peu ce que le cerveau active comme région, et ainsi de suite. C'est super précis, mais ça nous en dit très peu. Mais il y a plusieurs études qui utilisent ça, et lorsque c'est combiné avec d'autres méthodes, ça devient vraiment intéressant. Dans le fond, c'est ça la leçon à date, là, c'est que la combinaison de méthodes, le plus de méthodes pour utiliser, les mettre ensemble, quelque chose qui fait du sens, ça vous donne une mesure qui est plus fiable, qui est plus intéressante, qui est plus profonde. Okay? Je vais prendre une petite pause. Lorsqu'on va revenir plus tard, je vais vous parler de comment on peut mesurer la motivation maintenant. Okay? On vient de voir comment mesurer les émotions avec différentes stratégies auto-rapportées, comportementales et physiologiques. Et maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine présentation, c'est comment on peut mesurer l'état motivationnel.